Salut à tous, nouvelle vidéo instant ciné, même si je triche, ça n'a réellement pas sorti au cinéma, clin d'œil, il est question, vous l'aurez compris avec la miniature, le titre et l'allusion de début de vidéo, au Frankenstein, dernier film de Guillermo del Toro. Alors, avant toute chose, quel est mon rapport à Guillermo del Toro et à Frankenstein en général? Guillermo del Toro est un réalisateur que j'apprécie sans forcément être non plus un fan absolu de son œuvre, qui a tendance un peu à me laisser en dehors, même si je trouve ses films assez efficaces. Quant à Frankenstein, je suis surtout familier avec les premières adaptations de James Whale, c'est-à-dire le premier Frankenstein, le plus connu, avec les boulons à la place des tempes, et La fiancée de Frankenstein, que j'avais adoré, tous les deux chefs-d'œuvre du cinéma, on va dire, fantastique et pas forcément horrifique. Et j'avais également adoré la parodie faite par Mel Brooks, Frankenstein Jr., qui empruntait un peu entre les intrigues de Frankenstein, La fiancée de Frankenstein et Le fils de Frankenstein. Donc ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai pensé de cette dernière production Netflix? Eh ben je dois dire que ça fait plutôt bien le café, un film qui est quand même très efficace, très intéressant sur beaucoup d'aspects du livre de Mary Shelley. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai cru voir, c'est une adaptation très littérale et très fidèle du roman, là où celui de James Whale prenait quand même un peu de liberté quand on voit le résultat final. Et j'ai entendu beaucoup de gens, surtout Dirty Tommy, dire oui, oh là là, le film de Kenneth Branagh, le film de Kenneth Branagh, le film de Kenneth Branagh. À la différence, c'est que là où la critique d'Intercut citait en film bonus le film de Kenneth Branagh, mais était cohérent dans son appréciation du film, Dirty Tommy tape pas mal de fois à côté quand même. Alors oui, un de ses premiers arguments, c'est de dire que le film est trop gnangnan. Ben, je trouve pas tant que ça en fait, parce que le Branagh, encore une fois, je ne l'ai pas vu, il me fait de l'œil, mais je ne l'ai pas encore vu. Mais quand on voit la première adaptation du monstre de Frankenstein au cinéma, eh ben, il y a ce côté gnangnan. Il y a ce côté découverte d'un monde avec l'innocence d'un nouvel être quasi enfantine. Surtout la scène où il jette des fleurs avec la petite, où il a ce côté très genre... Oh, oh, comme ça. Et où il s'émerveille, on va dire, de la nature qui environnante, quoi. Et où il se confronte à la candeur d'une enfant qui n'a pas les préjugés physiques et sociologiques qu'ont les adultes dans le film. Et dans le 2, avec le pèlerin ou le prêtre, je ne sais plus très bien, dans l'auberge qui est aveugle et qui là aussi noue un lien très beau avec la créature parce qu'il ne la voit pas et beaucoup plus intéressé à l'aspect beauté de l'âme, entre guillemets. Donc ce côté très ce qui compte c'est l'intérieur, pas l'extérieur, etc. Je trouve ça un peu con parce que c'était dans les fondements des deux premières adaptations de James Whale et c'est tout bonnement efficace. Le deuxième préjugé, avant d'après parler de ce que j'ai pensé du film, c'était que d'après lui, la créature était trop propre et ne faisait pas film d'horreur. En fait, en aucun cas, les premiers Frankenstein, le premier ou la fiancée de Frankenstein, sont des films d'horreur. Peut-être qu'à l'époque, le côté un peu horrifique de la créature pouvait effrayer, mais le but premier de l'œuvre est de montrer le rejet de la société sur une créature qui n'a rien demandé par rapport à la folie de son créateur. Donc il y a tout le côté exclusion par rapport à la masse, singularité, éveil à la vie, tout simplement. Donc on tend plus vers un film, on va dire, un drame social teinté de fantastique que de réellement un film d'horreur. Et le problème que notre ami Toto le Crado soulignait dans sa vidéo, le côté la peau trop lisse donc ne fait pas peur. Et je trouve que c'est une force du film de Guillermo del Toro parce que là où la facilité voudrait qu'on mette un monstre complètement difforme, effrayant et vraiment dégueulasse, il prend complètement le contrepoint, c'est pas une figure de monde non plus, mais on est vers la créature de Frankenstein la plus propre et la plus esthétique qu'il y ait eu. Et parmi ça, je vois un peu le souhait d'un créateur qui voulait une créature parfaite, vraiment, limite même la panacée de l'homme créé, l'homme nouveau, un nouveau Adam. On en reviendra, mais il y a tout un propos aussi par rapport à la religion, et qui, malheureusement, échoue. Et donc, l'échec dans cette recherche de perfection ultime se manifeste parfaitement bien dans ce côté
corps sculpté, hein, c'est limite un athlète, on dirait une statue grecque littéralement, et un visage quand même assez gracieux, émaillé, cassé par des cicatrices et certaines difformités, des greffes de peau, etc., qui lui confèrent tout de même un aspect monstrueux. Donc il y a cette petite dualité-là. Dirty Tommy dit que tout est gentil, le monstre est gentil. Est-ce qu'on a vu le même film? Alors oui, parce qu'on nous explique, et c'est un peu la morale de l'œuvre de Frankenstein, que la bête est méchante par réaction au rejet du monde, et qu'au fond, en soi, elle est gentille. Mais là où dans le Whale, le monstre pousse des gens, peut-être les assomme ou jette une fille dans l'eau, le monstre de Del Toro, je suis désolé, enfin, il découpe des mecs en deux, il dépèce des loups littéralement par la mâchoire en leur arrachant la fourrure, il brise des crânes, enfin... c'est très viscéral. Mais donc, les désaccords avec notre cher Toto étant mis de côté, qu'est-ce que vaut le film réellement, mis à part ces deux aspects-là? Je trouve qu'il est quand même très intéressant, notamment dans la dualité des points de vue. C'est-à-dire qu'on va commencer par le point de vue du docteur Victor Frankenstein, avec une voix off qui va nous montrer son obsession pour la création de la vie suite à un traumatisme d'enfance, vraiment le côté jusqu'au boutiste et savant fou. Et la deuxième partie qui va, elle, s'attacher au point de vue du monstre, un monstre qui sait parler, qui sait bien s'exprimer. Et donc ça change littéralement de la version de Whale, où même si vers la fin il pouvait baragouiner un peu, on est très loin des envolées, on va dire, lyriques et du vocabulaire très enrichi du monstre qui nous propose Del Toro. Et donc même si, petit défaut du film, le rythme peine un peu à la fin du récit du docteur, on se dit « Ah, il y a un petit ventre mou avant le récit du monstre », le choix d'avoir les deux points de vue est tout à fait cohérent et fait sens. Parce qu'on y voit très clairement la folie d'un créateur, prêt à tout pour créer la vie, et sa frustration face à cette vie un peu dissonante, mais surtout en retard par rapport à ses propres attentes. Et je trouve ce point de vue très intéressant, puisqu'on voit le film, on est en pleine révolution industrielle, le monde doit aller vite, et la plateforme sur laquelle sort le film, c'est un monde aussi où tout doit aller vite à volo. On peut swiper de contenu en contenu, on peut passer les génériques, on nous incite au binge-watching. C'est la moralité, on va dire, et le mode de fonctionnement de Netflix. Donc ce mode de fonctionnement et de consommation qui est, on va dire, une excroissance de cette révolution industrielle et de la course au progrès et à l'innovation scientifique qu'il y a dans le film. Et ces éléments-là sont contrecarrés complètement par la démarche de Del Toro avec un rythme qui est assez lent, malgré la perte de souffle à un moment donné au milieu du film, le rythme était quand même assez lent. Guillermo del Toro prend le temps d'imposer des ambiances, mais également par la lenteur d'apprentissage de sa créature. Donc il y a quelque part dans la dualité des discours, la dualité de deux mondes, la dualité du monde de Victor Frankenstein pour qui tout doit aller très vite dans sa recherche de perfection et d'éducation du monstre, et par excroissance comme on l'a vu, celle des nouveaux modes de consommation des plateformes SVOD, et de l'autre celui du monstre qui au début est très apathique car il met du temps à apprendre le monde qui l'entoure, mais une fois qu'il en a appris, il en devient profondément touchant. Et dans cette quête d'apprentissage du monde qui l'entoure, il y a toute une dimension christique, voire même religieuse tout simplement, biblique même, de cet homme nouveau, que ce soit par les dialogues avec la mention de la Bible, que le berger lui apprend à lire, des brebis qu'il doit sauver d'attaques de loups, et même dans la réanimation du monstre avant qu'il naisse, on va dire. Dans l'original, pour ceux qui se rappellent, on a un monstre qui monte sur une plateforme comme ceci jusqu'au-dessus, jusqu'à la pointe qui va apporter l'électricité. Et bien ici, ce n'est pas du tout le cas, puisque le tablier va se lever de cette sorte, laissant le monstre de manière christique. Et même le monstre aussi, ce que je trouve intéressant dans ce côté christique, et beaucoup de gens l'ont rapproché, quand j'ai vu cette créature, je me suis dit, mais on dirait les ingénieurs de Prometheus. Et, si mes souvenirs sont bons, dans Prometheus, les ingénieurs, en gros, un peu les créateurs de l'humanité, quelque chose comme ça. Et donc d'avoir un chara-design très similaire à ces hommes-là, montre encore une fois la volonté du docteur de créer une race un peu nouvelle, supérieure, qui serait un peu comme une nouvelle humanité après la nôtre, où les morts reviennent à la vie. Cela donc montre excellemment bien la côté, on va dire, divin d'un scientifique qui veut dépasser la loi de Dieu pour créer un être supérieur. Et ce côté religieux est notamment très mis en avant dans les décors, avec une fenêtre circulaire que l'on voit dans le laboratoire, ainsi que dans le navire où se réfugie Victor au début du film et qui suit un peu le fil rouge du long métrage. Et cette fenêtre est intéressante sur deux aspects. Le premier, son aspect un peu vitrail d'église, qui donnerait du coup un aspect cathédral
au sanctuaire réellement scientifique du médecin, mais qui pourrait également symboliser sa folie créatrice et son entêtement. Ce qui me fait alors raccrocher les wagons avec le bateau sur lequel nous nous trouvons au début du film, puisque nous comprenons que le capitaine du navire s'entête dans une traversée de la glace, quitte à perdre tous les membres de son équipage. Et donc nous retrouvons dans sa cabine le même motif circulaire. Donc on peut voir dans ce bateau un certain prolongement du laboratoire de Frankenstein, c'est-à-dire l'excroissance d'une folie scientifique pour l'un, exploratrice pour l'autre. Mais si ça s'arrêtait que là, Guillermo del Toro frappe également très fort dans sa direction artistique, que ce soit par les costumes magnifiques, le design des cercueils en granit où les visages sont sculptés sur le couvercle, qui donne réellement une aura particulière au film, un côté très gothique et même rafraîchissant dans son aspect gothique, mais aussi et surtout dans le déguisement du monstre. C'est-à-dire que très rapidement, la bête, une fois sortie du donjon duquel elle était enfermée, va trouver une veste de soldat sur le front. Et même lors des scènes de la banquise où il porte une espèce de cagoule sous le nez, ça m'a de suite renvoyé à l'excellent La Momie sorti dans les années 90 avec la figure d'Imhotep. On retrouve le physique d'Apollon martyrisé par des stigmates, l'aspect vengeur, mais également l'aspect spectral avec ce long manteau et le voile qui dissimule la moitié de son visage. Un parallèle d'autant plus intéressant que La Momie et Frankenstein ont fait partie des premiers Universal Monsters. Et c'est ce qui rend d'autant plus belles les séquences d'émotion, on va dire, et de sensibilité de la bête, c'est qu'on voit à quel point lorsqu'elle est énervée, elle peut être dévastatrice, avec une force animale brute, mais au contraire, lorsque le cœur parle et que les interlocuteurs du monstre ne lui veulent pas de mal, il décèle réellement toute sa fragilité et sa sensibilité. Oui, parce que les interlocuteurs, parlons-en, encore une fois, dans le Whale, le créateur Frankenstein, bien que fou, reste bienveillant avec sa créature. Il l'attache parce qu'il a peur qu'il fasse du mal aux gens, mais on n'assiste pas à de la maltraitance exacerbée. Là où dans celui-là, le personnage campé par Oscar Isaac, putain mais quel bâtard! Dans toute sa frustration, on assiste littéralement à des scènes où il bat son monstre, où il l'insulte, où il l'humilie même. Il se moque de lui. Et ceci confère encore plus de complexité au personnage brillant scientifiquement, touchant de par son enfance et son rapport à sa mère défunte, mais particulièrement détestable dans le rapport qu'il a avec sa créature. Donc oui, le film est loin d'être parfait, je dirais pas que c'est le film de l'année, si vous suivez les actus ciné, même si j'en fais pas souvent, vous savez sur quel film ça se porte pour moi. C'est peut-être même pas forcément le meilleur Guillermo del Toro, parce qu'il y en a que j'ai pas vu et qui me font drôlement envie, mais ce qui est important de souligner, ce qui fait la qualité première du film, même s'il a quelques défauts, notamment un numérique très douteux sur l'attaque des loups, et comme on l'a dit, un espèce de ventre mou au milieu du film qui noie un peu le récit. C'est d'une part la concrétisation d'un réalisateur qui aura attendu plus de 20 ans pour faire ce film, et on sent réellement qu'il s'est fait plaisir à le faire. C'est bourré de références, à la fois littéraires et cinématographiques, riche visuellement, riche thématiquement, qui tourne principalement autour de la parentalité, voire même d'un cinéaste, enfin d'un créateur qui n'est pas satisfait de ce qu'il fait, de son œuvre. Ça, c'est dédicace à Intercut qui l'avait dit dans sa critique et je trouve ça très pertinent. Le pardon, la remise en question et l'ouverture vers l'autre. Ça concorde avec l'ensemble de son œuvre, ce qui est normal lorsqu'on voit le poids qu'a eu Frankenstein dans sa jeune vie cinéphile. Donc vous l'aurez compris, globalement c'est un bon film. Je crierai pas au chef-d'œuvre non plus, mais allez-y, c'est rafraîchissant. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire sur le film, à rejoindre les réseaux de la chaîne qui sont disponibles en description. Like, partage, abonne-toi pour ne pas louper les dernières vidéos, et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!